Bonjour nos chers élèves. Voilà, nous sommes de retour encore une fois pour une autre leçon de lecture, chapitre 6 du dernier jour d'un condamné à mort de Victor Hugo. Bien sûr, destiné aux élèves de la première année baccalauréat, toutes les branches. Comme d'habitude, et avant de commencer l'analyse d'un texte, il faut passer par la lecture silencieuse. Il ne suffit pas de lire une ou deux fois le texte, il faut le lire 3 à 4 fois pour le comprendre. Alors pour commencer, et comme d'habitude, nous entamons l'analyse par l'identification du texte. Première question, quel est le genre de ce texte? Le genre est un roman à thèse, puisque notre texte est extrait du roman à thèse de Victor Hugo. Deuxième question, quel est son type? Donc c'est un texte argumentatif. Question 3, où se passe l'action? Il se passe à Bicêtre. Depuis combien de temps le narrateur est à Bicêtre? Depuis 5 semaines. Après l'identification du texte, on passe à la situation du passage. Pour cette raison, et pour que la tâche vous soit facile, on va vous poser un ensemble de questions auxquelles on va répondre ensemble et par la suite, on procède à une récapitulation pour obtenir un texte. Première question, quelle est la demande que fait le narrateur au responsable une fois arrivé à Bicêtre? Il s'est pourvu en cassation. Deuxième question, plusieurs précautions ont été prises après l'arrivée du condamné à Bicêtre. Citez-les. Première précaution, pas de couteau. Deuxième, pas de fourchette. La troisième, la camisole de force. Troisième question, comment le condamné se comportait-il? Bien sûr, au sein de la prison. Il était très docile, très gentil et bien éduqué. Quatrième question, pourquoi va-t-on changer de comportement avec lui? Grâce à sa docilité, aux soins de l'aumônier et à son latin, on change de comportement avec lui. Cinquième question, quels sont les privilèges dont il va bénéficier? On lui enlève la camisole, on lui donne le droit de sortir à la promenade une fois par semaine et de quoi écrire. Alors, récapitulons maintenant. Après avoir été condamné à mort, le narrateur s'est pourvu en cassation. En attendant, il était dans sa cellule à Bicêtre et grâce à sa docilité, les soins de l'aumônier de la prison et quelques mots en latin, il a eu droit à la promenade une fois par jour, à enlever la camisole de force et de quoi écrire. Passons maintenant au troisième point, les axes de lecture. Le premier axe qu'on va entamer, qu'on va discuter, c'est le projet d'écrire son journal. Petit a, l'hésitation. Alors, première question, puisqu'il a les moyens d'écrire, que décide-t-il de faire? Bien sûr, le condamné. Que décide le condamné de faire? Il décide d'écrire. Je cite le texte ici, puisque j'ai les moyens d'écrire, pourquoi je ne le ferais-je pas? À qui le dit-il? Il le dit à lui-même. Je me suis dit de me dire à moi-même. Je cite toujours le texte. Que va-t-il écrire? Il rédige son journal de souffrance. Je cite toujours le texte, ce journal de mes souffrances. Prend-il cette décision rapidement? Non. Au début, il a hésité. Mais quoi écrire? Je cite toujours le texte. Pourquoi a-t-il hésité? Il hésite étant donné sa situation de condamné et son incarcération. Je cite le texte, mais quoi écrire? Pris entre 4 murailles, avec une idée de crime et de châtiment, de meurtre et de mort. Est-ce que je puis avoir quelque chose à dire, moi, qui n'ai plus rien à faire dans ce monde? Je cite toujours le texte. Alors, donc ce sont ces éléments-là qui montrent l'hésitation du condamné après avoir pensé à l'idée d'écrire. Maintenant,
Le deuxième point, la décision d'écrire. Première question, va-t-il changer d'idée? Oui, je cite le texte. Pourquoi non? Puisque tout est autour de moi est monotone et décoloré, n'y a-t-il pas en moi une tempête, une lutte, une tragédie? C'est-à-dire les éléments qui montrent qu'il a changé d'idée. Maintenant, on va passer pour voir les raisons de l'écriture, c'est-à-dire pourquoi il a pris cette décision d'écrire. Pourquoi le narrateur prend-il cette décision? La première raison, l'écriture est un moyen de distraction. Je cite le texte, le seul moyen d'en moins souffrir, c'est de les observer et les peindre m'en distraira. La deuxième raison, le condamné écrit pour donner une leçon à ceux qui condamnent. Son témoignage rendra-t-il la main de ceux qui condamnent moins légère quand il s'agira d'achever la vie d'un être humain? Je cite le texte, ne portera-t-il pas un grand et profond enseignement? N'y aurait-il pas dans ce procès verbal de la pensée agonisante une leçon pour ceux qui condamnent? Passons à l'axe 2, la souffrance du condamné. Sous la forme d'un journal, avec l'emploi de la première personne du singulier et la focalisation interne, le lecteur est plus proche des idées et des sentiments du narrateur. C'est-à-dire que l'auteur, plutôt ici, par le biais bien sûr de son narrateur, il a préféré user de cette façon d'écrire pour être plus proche du lecteur et bien sûr pour le convaincre, le persuader, surtout ici le persuader parce qu'il s'agit de la souffrance, et bien sûr pour qu'il adhère à la thèse. D'accord? Quel est le champ lexical dominant dans cette partie, c'est-à-dire la partie de la souffrance du condamné? On va relever le champ lexical de la souffrance. Exemple de termes à mettre, d'expressions à mettre dans ce champ. Journal de mes souffrances, souffrance de l'esprit, poignante, tragédie, violent, terreur, angoisse, torture, supplice, douleur. Quelle est la figure de style qui met en valeur cette souffrance? Cette figure est la gradation. Exemple, une tempête, une lutte, une tragédie. Un autre exemple, dans les angoisses, dans les terreurs et dans les tortures. Ce journal de mes souffrances, heure par heure, minute par minute. Toutes ces figures de style, ils mettent en valeur la douleur et la souffrance du condamné qui est dans un sens croissant, qui monte bien sûr avec le temps, qui monte tant que le terme s'approche. Un autre axe, c'est celui de la mort. Quel est le champ lexical dominant dans cette partie? Le champ lexical du crime. Les termes sont châtiment, meurtre et mort, ensanglanté, tué, agonisante, condamné, autopsie, arrêt de mort. Maintenant, nous arrivons à la troisième grande partie consacrée aux figures de style. Nous avons déjà vu une figure de style, à savoir la gradation qui amplifie et qui met en valeur cette souffrance du narrateur qui augmente de plus en plus. Dans ce tableau, comme vous voyez, nous avons relevé 4 autres figures de style. La métaphore avec la phrase procès verbal de la pensée agonisante. L'effet de cette métaphore, c'est donc l'écriture de son journal. Donc ce procès n'est autre que l'écriture de son journal, parce que c'est lors de son journal, par le biais de son journal-là, qu'il va exprimer sa pensée agonisante, c'est-à-dire les dernières pensées avant sa mort. La deuxième figure de style, la personnification. Et cette figure, nous l'avons déjà vue dans le premier chapitre, pensée agonisante, ici qui met en valeur donc la souffrance morale du condamné. Donc là, c'est une expression qui traduit cette souffrance morale.
Troisième figure, l'antithèse. Rien avant, rien après. Alors là, ici, pour montrer la réduction de la vie du condamné à ce moment de l'exécution. C'est-à-dire quand ils vont l'exécuter, comme si ils vont l'effacer de la vie. Bien sûr, ils vont l'effacer de la vie. C'est-à-dire qu'il n'aura ni un passé, ni un avenir. La périphrase, ceux qui condamnent, c'est-à-dire les juges. Arrivons maintenant à la tonalité du texte. Je vais vous poser une question concernant vos sentiments envers le narrateur et qu'est-ce que vous avez ressenti en lisant ce texte. Donc, le premier sentiment qui nous envahit une fois on lit ce texte-là, il y a l'horreur, il y a la terreur et l'angoisse devant la mort d'un côté et la pitié de l'autre. C'est-à-dire, on a peur de ce que le narrateur nous raconte, surtout avec cette idée de la mort qui devient de plus en plus poignante, et aussi on a pitié de lui parce que le pauvre il se voit devant la mort et il vit les derniers moments de sa vie. Alors, d'après cette remarque-là, quelles sont les tonalités qu'on peut attribuer à ce texte-là? Bien sûr, puisqu'il y a question de pitié, question de souffrance, donc on a le pathétique. Et puisque quelqu'un qui se trouve devant la mort, devant la terreur, devant l'angoisse, c'est quelqu'un qui se trouve dans une situation, donc il ressent cette impuissance. Il ressent cette impuissance devant une force qui le dépasse. Bien sûr, on n'a que le registre, bien la tonalité tragique. Arrivons maintenant à la fin de cette analyse, avec la synthèse. Le narrateur veut écrire pour s'opposer à la peine de mort. Son témoignage sera l'occasion pour les autres hommes de réfléchir à la condamnation des condamnés à mort. À travers ce texte, Victor Hugo lance un violent réquisitoire contre la peine de mort. Alors, que veut dire réquisitoire? Réquisitoire, c'est un discours dans lequel on accumule les accusations contre quelqu'un ou quelque chose, idée ou autre. C'est-à-dire que ce texte-là, tout le texte, bien sûr, toute l'œuvre de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné, est un réquisitoire contre la peine de mort. C'est un réquisitoire dans lequel Victor Hugo dénonce cette peine. Et merci pour votre attention et au revoir pour une autre leçon, Inch'Allah.